Auteur de BD, est-ce vraiment un métier? C'est quoi un métier? Selon le dictionnaire Larousse, un métier est une activité sociale définie par son objet, ses techniques. Un auteur ou une autrice de bande dessinée est un homme ou une femme dont l'activité principale est de créer des bandes dessinées. Mais est-ce un travail? Toujours selon le dictionnaire Larousse, le travail, c'est l'activité de l'homme ou de la femme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. C'est une activité professionnelle régulière et rémunérée. Rémunérer le travail, c'est là le problème pour les auteurs de bande dessinée. Glissons-nous dans les ateliers pour découvrir la vie de celles et ceux qui ont choisi de vivre de leur plume ou de leur crayon. Je suis Marie Bardio-Vaillante, je suis scénariste de bande dessinée, je suis historienne aussi. J'ai été enseignante aussi pendant 14 ans, mais j'ai totalement arrêté il y a 4 ans et demi maintenant. Donc je ne fais plus que ça, en fait, du scénario de bande dessinée. Ce sont des scénarios historiques, quelle que soit la période étudiée. Donc je fournis à l'intérieur même du scénario, en fait, j'inclus dans mon découpage photos, images, gravures, des liens aussi vers Internet assez régulièrement. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui doit être sur la planche, et tout ce qui est en noir, c'est du descriptif qui va permettre au dessinateur de faire sa mise en scène. Donc là, on a le découpage de 46 planches. Donc tu vois, 46 pages de planches de bande dessinée, j'ai 142 pages écrites en fait. Je m'appelle Marc-Antoine Boisdin, je suis dessinateur, auteur donc, de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Je suis sur le tome 2 de ma série qui s'appelle Legio, Patria Nostra. Le problème que j'ai avec cette série-là, c'est que c'est une série avec des militaires, donc ils ont tous un peu les mêmes costumes. Donc il faut qu'ils aient une individualité très forte et une personnalité pour qu'on puisse les reconnaître d'une case à l'autre, sachant qu'ils sont tous habillés plus ou moins pareil. Et comme à l'époque, ça se passe au 19e siècle, ils ont tous des moustaches, il faut que je travaille un petit peu pour les singulariser un petit peu, quoi. Pour ça, j'avais besoin de faire le storyboard aussi, parce que ça permet de... Le storyboard, c'est le moment où ils vivent. On commence à les cerner mieux d'un point de vue personnalité et tout ça. C'est un peu comme la sculpture, hein. Au début, on part de trucs très simples pour préciser au fur et à mesure les choses, quoi. Donc, je suis Samantha Bailly, je suis autrice, vidéaste et scénariste. Non, mais voilà, c'est 10 ans de publication. Donc il y a des romans, des mangas, des contes, des albums, parfois un peu imposants, qui ne rentrent pas trop dans la bibliothèque. Et donc ça, c'est une série de mangas françaises qu'on a créée avec Mia, qui est l'une des rares mangakas françaises, parce que ce n'est pas un métier qui est très courant en France. Donc qui reprend complètement les codes en fait, du manga traditionnel, mais avec une touche française et particulière, qui est qu'on est souvent dans des thématiques... Voilà, beaucoup plus proche sûrement de nos univers et de nos cultures aussi. Les mangas, vous voyez, il y a en fait énormément de cases, énormément de planches. Donc c'est vraiment un boulot de titan. Et au Japon, les mangakas ont plusieurs assistants en fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls. Il y a vraiment des assistants qui vont créer par exemple les décors, etc. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça c'est 4 ans de travail acharné. Là, moi j'ai fait le scénario, mais Mia était vraiment toute seule au dessin. Donc c'était vraiment un projet colossal. En gros, il faut compter un an sur un album de 54 pages. Pour faire une page, moi je prends une journée pour faire le découpage. Parfois il y a plusieurs versions. Ensuite il y a cette étape crayonnée plus couleur. En fait, je travaille en gris d'abord. Et je fais toutes mes valeurs de gris. Et ensuite je mets des couleurs, je teinte. Ça permet de pouvoir revenir sur ces couleurs quand on n'est pas satisfait. Et il y a 3 ou 4 jours par page environ. Donc, après, ça dépend du niveau de complexité de la page. Quand on est dans notre truc, de l'extérieur, ça fait un peu peur. Hein. parce que t'as pas d'interaction, quoi, en fait. Le côté comme ça, c'est le côté point de copiste 2.0. ouais, c'est vrai. Donc à chaque fois que je travaille sur un de mes projets, je fais beaucoup de recherches avant. Donc j'achète des livres, tout ce qui paraît sur le sujet, que ce soit en bouquin, en article. Donc j'ai tout ça. Mais ça, c'est pas payé.
Après, quand on est là, t'envoies une petite note d'intention à ton éditeur. Et puis, soit il te dit oui, soit il dit oui, mais... soit il dit non. Bon, alors si tu as fait plein de recherches en amont pendant 3 mois pour qu'on te dise non, voilà, c'est un peu dommage. Si on te dit oui mais, ça veut dire que le sujet est intéressant, que tu n'as pas forcément pris le bon angle, donc que tu peux retravailler dessus, mais pendant ce temps, tu n'as toujours pas de contrat, donc tu travailles toujours à vide. Et si on te dit oui, c'est mieux. Les auteurs de BD sont des travailleurs un peu particuliers. Ils ne signent pas de contrat de travail. Ce qu'ils signent, c'est un contrat de cession de droit d'exploitation d'une œuvre. Qu'est-ce que c'est ? En fait, en France, la création artistique relève du droit de la propriété intellectuelle, le DPI, dont les règles sont réunies dans un livre assez gros, le Code de la propriété intellectuelle. 620 pages et 811 articles. Le mot essentiel, c'est le mot propriété. La propriété dont on parle, c'est l'œuvre. La relation entre un auteur et son œuvre, c'est un peu comme la relation entre la poule et l'œuf. C'est l'auteur qui fait l'œuvre, mais c'est l'œuvre qui fait l'auteur. Ce n'est que parce qu'il y a une œuvre, ou même une ébauche de l'œuvre, que l'auteur est reconnu en tant que tel. En France, du seul fait de l'avoir créée sous une forme originale, l'auteur jouit sur son œuvre d'un droit de propriété morale, inaliénable et imprescriptible. Mais alors, si l'œuf appartient pour toujours à la poule qui l'a créée, comment l'auteur peut-il obtenir de l'argent et vivre de sa plume ? L'article L123-1 du CPI prévoit que l'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit. C'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux de l'œuvre, et c'est eux qui génèrent un revenu. Quand il signe un contrat d'édition, l'auteur cède à son éditeur le droit d'exploiter l'œuvre. En contrepartie, celui-ci organise son impression, ses reproductions, sa diffusion, puis sa distribution et sa vente. Les droits d'auteur sont calculés comme un pourcentage des recettes issues de cette exploitation. En général, en BD, la part dédiée à l'auteur, ou répartie entre les auteurs s'ils sont plusieurs, c'est 8% du prix de vente, hors taxe. Seulement, on ne sait jamais à l'avance quel sera le succès d'une œuvre. Alors comment calculer la somme de départ, celle fixée dans le contrat ? Et de quoi vit l'auteur pendant le temps de la création ? Une pratique s'est généralisée petit à petit, celle de l'avance sur droit. C'est l'argent qui sera payé par l'éditeur à l'auteur avant même de connaître le niveau des ventes. Ceci peut être effectué en une ou plusieurs fois entre la signature du contrat et la remise de l'œuvre complète. En général, les scénaristes prennent un gros quart jusqu'à un tiers de l'enveloppe et le dessinateur... Le reste, c'est normal parce que les dessinateurs ont un travail plus long. Je suis payé 500 € d'avance la page, ce qui fait à peu près 25 000 € par album, et donc par an, parce que je mets à peu près 21 ans pour faire un album. 25 000 €, c'est pas non plus un truc de malade, mais bon, disons que sur un album, c'est devenu malheureusement pas si fréquent. Maintenant, la base, j'ai l'impression que c'est plus autour de 15 000 € quoi, en fait, pour un dessin. Le seul bouquin où je peux dire combien de temps j'ai mis à le faire, c'est le livre sur Eichmann. Puisque entre le moment où j'ai envoyé un mail à mon éditeur, il m'a appelé un quart d'heure plus tard, et le moment où j'ai mis fin à mon scénario, il y a eu 9 mois qui se sont écoulés. Alors on a eu une enveloppe avec Malo de 25 000 €, donc pour 120 planches. Donc on s'est partagé. Le bouquin sur Eichmann, j'ai gagné 8 000 €. Donc tu vois, j'ai travaillé 9 à 10 mois dessus. Donc tu vois que ça me fait moins de 1 000 € par mois. Je travaille tous les jours. J'ai pas forcément un temps de travail de 8h du matin à 20h. Je découpe mon temps autrement. Mais je travaille absolument tous les jours, et notamment beaucoup les week-ends, très étonnamment. Et je ne prends pas de vacances, et je travaille en continu. Donc, 8 000 € pour 9 mois de travail, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Les contrats d'édition sont ainsi des équations avec une part d'inconnu. L'avance sur droit, c'est la partie certaine. Le montant négocié varie énormément, selon les projets, l'expérience et la réputation des auteurs, ainsi que leur pouvoir de négociation. L'autre partie, le X de notre équation, est générée une fois que l'avance est remboursée. Ceci peut arriver plus ou moins tôt, en fonction des différents points négociés dans le contrat. Pour un même nombre de ventes, selon son contrat, un auteur pourra toucher des droits et un autre, rien du tout. Ce X est la partie jackpot, et elle est beaucoup plus rare. Je touche environ, on va dire, 50 centimes par album.
Donc pour rembourser les 25 000 € que j'ai perçus, il faut évidemment en vendre 50 000, on va dire. Donc c'est forcément compliqué, parce que je n'ai jamais du coup touché de droit direct de la vente de mes albums, parce que je suis exclusivement en avance de droit. On vit de la création, en fait, actuellement. On vit pas de nos ventes. C'est rare de vivre de ces ventes. En tout cas, on peut pas compter dessus. Donc, on vit du bouquin qu'on est en train d'écrire ou de dessiner. Quand il sort en librairie, ça fait déjà des mois, en fait, qu'on ne gagne plus d'argent dessus. Donc, quand un livre sort en librairie, moi, par exemple, on va me dire « Ah, super, t'as un livre qui sort, on le voit bien, tu vas en vendre. » Oui, mais moi, non, parce que si je n'ai pas remboursé mes avaloirs, je ne toucherai pas, en fait, quoi que ce soit sur la vente de mon bouquin. Et le quoi que ce soit, de toute façon, sera de l'ordre de 50 centimes d'euros. Donc, c'est très, très compliqué et on est dans une sorte de précarité permanente et de course aussi au prochain projet. C'est-à-dire, quand on écrit un projet, on réfléchit déjà aux 2 suivants, à ce qu'on va pouvoir présenter, parce que comment on va vivre dans 6 mois. Cette incertitude, propre au métier artistique, c'est le sujet d'étude du sociologue Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France. Au XIXe siècle, Marx a dit, Dieu sait s'il s'est intéressé à la valeur travail, il a dit les seuls qui font exception à ma théorie de la valeur travail, c'est les artistes, parce que on ne peut pas facturer une œuvre au temps de travail. Ça ne marche pas comme ça. L'œuvre, elle a un prix qui est déterminé par l'intensité de la demande qui s'adresse à cette œuvre. Un contrat d'édition n'est pas un contrat de travail, et les différences se jouent sur plusieurs points. Un contrat de travail lie un employeur à un employé, dans un lien de subordination. Il précise la durée, la charge de travail, ses horaires, les congés payés auxquels il donnera droit, le montant du salaire, qui est tenu de s'aligner sur les conventions collectives, etc. À son terme, sous certaines conditions, l'ex-salarié pourra bénéficier du chômage, ce qui lui donnera un revenu de substitution lui permettant de vivre un certain temps avant un autre contrat. Tout contrat de travail est tenu de suivre les règles réunies dans le Code du travail, un livre bien plus gros que le CPI, 3552 pages et 11 528 articles. Au fur et à mesure des acquis sociaux, ce livre a bien grossi, et il continue encore de nos jours à grossir avec le temps. Les auteurs de BD, et les auteurs tout court d'ailleurs, sont eux des travailleurs indépendants. En tant qu'indépendants, il n'y a pas de lien de subordination entre les auteurs et les éditeurs. Ils sont censés être au même niveau. À aucun moment la question du temps de travail aboutissant à la création de l'œuvre n'est abordée dans les contrats. Il n'y a aucun encadrement légal, du type rémunération minimale, dans le CPI. Ce qui est mentionné, ce sont les pourcentages, les territoires sur lesquels l'œuvre sera vendue, les œuvres qui pourront en dériver et qui seront elles aussi exploitées. Bref, on y parle uniquement de l'argent qui sera généré par la circulation de l'œuf. J'ai dit œuf ? Parce qu'il est de fait son propre patron, l'auteur est libre de travailler à son œuvre autant qu'il lui plaira. Et on sait très bien comment travaillent les indépendants, tous indépendants confondus. Je parle pas seulement des artistes, mais de tout le monde. Les agriculteurs, les commerçants, etc. Tous les indépendants travaillent davantage, ils travaillent plus en quantité. Ils ont une conscience du risque, ils ont une conscience des pressions économiques qui s'exercent sur leur travail, et ils ont une satisfaction liée à leur autonomie. Ça, c'est l'équation de l'indépendance. Dans les faits, chaque auteur se retrouve seul à négocier et signer un contrat avec son éditeur dans un milieu où la transparence n'est vraiment pas de mise. Quand on est dans ce monde de l'édition, qui est un monde de relations contractuelles bilatérales entre un ou une auteur et un ou une éditrice, tout ça est secret. On gagnerait un peu, ou beaucoup, à voir plus clair dans les contrats, dans cette matière. Mais si on n'a pas d'abord établi cette socle de connaissances, les malentendus, les conflits, les controverses, les hostilités seront permanentes. Dans un contexte aussi incertain, qu'est-ce qui motive donc les auteurs à continuer leur métier ? C'est ce que Pierre-Michel Menger appelle la gratification symbolique, la valeur positive du travail, entendue comme le vecteur de la réalisation de soi. Quand tu es enfant, moi en tout cas c'était mon cas, je dessinais évidemment, et puis je ne me suis pas arrêté, là où d'autres s'arrêtent. J'ai eu la chance que ma mère soit conseillère d'orientation et connaissait certaines filières artistiques. Donc pourquoi on fait de la BD ? Moi je pense que c'est les histoires avant tout.
l'envie de raconter des histoires en dessin, de vivre des aventures qu'on ne peut pas vivre parce qu'on est trop casanier. On m'a demandé quand j'avais à peu près 10-11 ans, en 6e, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, ce que j'ai écrit sur ma petite feuille, là, vous savez, qu'on remplit en début d'année, j'avais écrit écrivain. Écrire des histoires, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire a priori, enfin j'essaye au maximum. Je crois que ce qui est de l'ordre de la vocation, c'est toujours très difficile à exprimer, mais j'ai pas de doute en fait, c'est ma certitude et c'est l'évidence de ce que j'ai profondément envie de faire et c'est ma façon d'être au monde en fait. J'ai trouvé une harmonie, je dirais, entre pouvoir concilier la recherche, le militantisme et l'écriture sur un médium populaire, parce que ça c'est super important pour moi de me dire j'arrive à faire passer certaines idées militantes, politiques, des idéaux, dans de la bande dessinée, et c'est une chance immense, c'est une chance immense. C'est pas pour ça qu'il faut être mal payé sur les projets qu'on fait, toutefois. Franchement, dans mon métier, c'est pour ça que je le fais aussi, hein, je suis plutôt respecté. J'ai pas de problème, les éditeurs me contactent, ça fait plaisir, des gens qui disent est-ce que voilà, j'ai un truc à te proposer, ou des scénaristes, je suis respecté. Par contre, ce qui me révolte, c'est quand c'est pas le cas. Voilà. Quand des gens ne sont pas respectés, ça me met en colère. Parce qu'il n'y a qu'une raison qu'ils ne le soient pas. Parce qu'on a vu quand même des trucs assez durs, des fois, effectivement, en termes de syndicats, des trucs... je me souviens une fois de quelqu'un qui appelait, qui voulait se couper la main. Je ne connaissais pas la personne, l'auteur en l'occurrence. Il me dit, voilà, j'ai un problème, machin, il galérait. Je pense qu'il était malade en plus. Il me dit, bon, bah, je me coupe la main à telle date, si mon problème n'est pas résolu, quoi. Tu dis, ok. Je me souviens d'une autrice qui me dit, bah, en fait, moi, j'aimerais bien avoir des enfants, mais je peux pas parce que en fait, il faut que je travaille, quoi. Donc, j'ai pas le temps, machin. Je dis, mais putain, quel choix de... C'est quoi ce truc, quoi? Mais tu peux même pas te dire, bah, tiens, j'ai envie d'avoir des enfants, normalement, parce que j'ai un métier, tout ça, et que je peux même pas faire ce choix-là, parce que, en fait, mon métier m'impose un rythme et un truc pour lequel des revenus trop faibles pour avoir des enfants, quoi. Je dis bien, ok, putain, c'est fou, quoi. Parce qu'en plus, ce qui est la violence du truc, là, en l'occurrence, c'est que c'était dit sans violence. Enfin, c'était dit, c'est comme ça, quoi. Quand la gratification symbolique ne suffit plus, quand la souffrance et l'incertitude deviennent insoutenables, c'est là que les auteurs sortent à la rue pour exiger que l'État français les aide à trouver des solutions réelles et durables. C'était d'ailleurs la promesse du rapport Racine. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2020 ne s'est pas, mais alors pas du tout, déroulée comme prévu.